du mois d'août, au 31 du mois d'août. Nous vîmes venir sous le vent à nous vîmes venir sous le vent à nous, une frégate d'Angleterre. Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Vous avez lu le titre. Qu'est-ce qu'un roi? Je vous encourage d'ailleurs à poser vos réponses dans la partie commentaires. Alors comme souvent, vous savez, j'aime bien moi partir de la définition qui est donnée par le dictionnaire. Et cette définition, je vais vous la lire. Un roi est le chef souverain d'un État, en l'occurrence le royaume, accédant au pouvoir le plus souvent par voie héréditaire. En bref, le roi, c'est le chef du royaume. Cette définition, évidemment, elle est très limitée, en particulier pour nous, les royalistes, mais elle pose l'idée essentielle, l'idée juridique. Le roi, c'est le chef souverain, c'est le chef de l'État, l'État qui est un royaume. Bon, c'est la question juridique qui est réglée par la définition du dictionnaire, et on peut remercier la langue française pour ça. Mais si le roi est souverain, si le roi est le chef de l'État, la définition ne nous indique pas quelle est la réalité de ses pouvoirs, de ses prérogatives. En réalité, les pouvoirs d'un roi peuvent être parfaitement symboliques. C'est le cas de la reine d'Angleterre, c'est le cas de tous les souverains d'Angleterre depuis un long moment, mais c'était également le cas, même dans l'Antiquité, même avant l'Antiquité, des rois qui ont eu des pouvoirs qui étaient davantage symboliques que réels, pratiques. À côté de ça, vous avez des rois qui ont eu des pouvoirs très étendus. On parle souvent de Louis XIV pour le roi absolu, une monarchie absolue, même si, je l'ai déjà dit, et j'avais donné mes arguments pour expliquer que la royauté absolue n'existe pas, et notamment sous Louis XIV, elle n'existait pas, parce qu'il y avait un ensemble de barrières à la volonté du roi. Et d'ailleurs, parmi les barrières au pouvoir de Louis XIV, on pouvait parler des parlements, on les a supprimés plus tard, mais en tout cas au début de son règne, ils étaient là, l'opinion publique, la place de l'Église, la place de la noblesse, le jeu diplomatique avec les autres nations et la sécurité publique. Et, pardon, j'ai oublié les corporations de métier. En fait, on remarque tout de suite une chose, quand on cherche à définir le roi, la notion de pouvoir et de politique sont des notions en fait très secondaires dans la définition du roi. En fait, si les premiers humains se sont dotés de rois, de princes, c'était davantage dans le cadre de fonctions spirituelles que de fonctions temporelles. Prenons l'exemple de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des juges, on apprend que les Hébreux n'ont à la base pas de roi, ils ont des juges, sorte de dictateurs dans le sens romain du terme, avec des pouvoirs civils et militaires. Mais à un certain moment, les Hébreux trouvent que la charge du lien direct qui existe entre eux et leur Dieu est trop importante. Et donc, ils veulent un canal, en quelque sorte. Ils veulent un intermédiaire. Et c'est pour ça qu'ils demandent, comme pour les autres nations, c'est ce qu'ils disent dans l'Ancien Testament, dans le livre des juges, d'être dotés d'un roi. Et d'ailleurs, quand Dieu parle aux juges, dont je ne sais plus lequel c'est, il lui dit « Ce n'est pas de toi qui se détourne, c'est de moi ». Oui, parce que la charge du lien spirituel direct avec Dieu était trop importante pour ce peuple, et donc ils ont voulu avoir un roi qui aurait la charge de ce lien. Donc voilà, pouvoir d'abord spirituel, avant d'être temporel. Et ça ne se limite pas aux Hébreux de l'Ancien Testament. En fait, on le retrouve chez toutes les grandes civilisations des débuts de l'histoire, aujourd'hui même probablement, d'ailleurs, avant même les débuts de l'histoire, vous savez que dans le monde de la recherche, on fait partir l'histoire de à peu près moins 3000 avant Jésus-Christ, l'invention de l'écriture, le code d'Hammurabi. En fait, probablement que dans les sociétés préhistoriques, là encore, l'émergence de rois, même si évidemment la notion devait être très différente à ce moment-là, l'émergence de rois devait répondre à une obligation de spiritualité, avant même de l'obligation de temporalité, et même dans des civilisations complètement différentes. Par exemple, le roi du Siam. Le roi du Siam était responsable des bonnes récoltes et de la moisson, parce qu'il devait pratiquer pour cela un certain nombre de rites, de rituels, à travers tout son pays, pour amener aux bonnes récoltes. Il en était de même d'ailleurs chez les Mayas et les Aztèques. Les Espagnols ont donné finalement le titre d'empereur au chef monarque aztèque. C'est une traduction du titre du monarque aztèque qui vaut ce qu'il vaut. Mais globalement, on peut estimer que le souverain aztèque ressemblait fortement à un roi dans la tâche
spirituelle très forte qu'il avait. À la fin de l'Empire aztèque, il était assez rare que ce soit l'empereur aztèque lui-même qui mène les troupes au combat. En revanche, c'était lui qui présidait à tous les rites et rituels qui précédaient, qui venaient après aussi les combats. Et si le roi exécutait correctement les rites et rituels, eh bien, la guerre ne pouvait se solder que positivement, les récoltes ne pouvaient être que bonnes, la sécurité publique était assurée, et finalement, l'équilibre de la société était préservé. Si l'on prend la question sous un angle ésotérique, le roi est le chef parfait d'une société traditionnelle. Et donc, il doit assurer la gouvernance de cette société traditionnelle. Et dans une société traditionnelle, il y a quoi? Il y a des castes. Alors aujourd'hui, je sais que là, beaucoup vont se sentir mal en entendant ce mot-là. Caste, ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas des classes sociales. Ce sont des choses très différentes. Caste et classe sociale. Une caste, c'est une fonction religieuse et spirituelle. Une classe sociale, c'est une fonction, comme son nom l'indique, sociale et donc économique, fatalement. Aujourd'hui, des exemples qu'on a de sociétés de caste ont été complètement dépravés, comme en Inde par exemple. Une société comme la société indienne, par exemple, qui est censée être une société de caste, est devenue, les années faisant, une société plutôt classe sociale en fait. Et c'est pour ça qu'on assimile un petit peu les deux. Mais ça n'a rien à voir. Dans une société traditionnelle, par exemple, un chevalier, qui est donc de la caste des guerriers, donc censé être d'une caste élevée, peut tout à fait être dans les normes socio-économiques inférieures à celles d'un bourgeois, d'un boulanger, d'un exploitant agricole libre. Et ça, on l'a régulièrement vu au Moyen-Âge. C'est également le cas d'ailleurs pour les prêtres. Le petit curé d'une paroisse, qui est censé être du coup d'une caste sociale supérieure, puisqu'il fait partie des gens de religion, des gens de spiritualité, eh bien ce petit curé est probablement beaucoup plus pauvre, même au Moyen-Âge, que des propriétaires terriens, même non nobles d'ailleurs, que les chefs des grandes corporations de métier. Bref, tout ça pour dire que dans une société traditionnelle, les castes qui sont, on va dire, supérieures, ce sont donc les castes de guerriers et de prêtres. Et justement, le roi est censé symboliser ça. La jonction, dans ce qu'on appellerait l'âge d'or d'une société traditionnelle, des castes de guerriers et prêtres. Il est à la fois guerrier et prêtre. Mais il n'oublie pas que s'il est guerrier, c'est d'abord parce qu'il est prêtre. La spiritualité l'emporte sur la matérialité. Et c'est ça un roi, pour moi en tout cas. Alors je sais, on a beaucoup parlé de spiritualité pour définir un roi, et je sais que ça va en effrayer certains. Je sais que certains vont se dire, non mais attends, moi j'en ai rien à foutre, tes histoires de religion, déjà, bon, je n'ai pas parlé de religion, j'ai parlé de spiritualité, mais je sais qu'il y en a que ça va gonfler avant même, ils ne vont même pas prendre la peine de terminer la vidéo. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que probablement, si vous m'écoutez, vous rêvez quand même d'une société traditionnelle. Vous rêvez d'une société dans laquelle l'homme et la femme sont chacun à leur place, une société qui est organisée, qui est dans l'ordre, respectueuse, mais vous ne voulez pas de tout le côté religieux. Mais j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas choisir, c'est pas à la carte en fait. Et c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. C'est ces gens qui veulent à la fois l'arrêt complet de l'immigration, mais d'un autre côté le libéralisme économique total. Vous voyez un peu de qui je peux parler en disant ça. À un moment, il n'y a pas 10 choix de sociétés différentes. Soit on est dans le progressisme gauchiste de base, qui est l'antithèse d'une société traditionnelle, soit on est dans une société traditionnelle. Et de la même manière que dans une société gauchiste de base, vous ne pouvez pas avoir l'immigration mais pas les SJW, vous devez avoir les deux. De la même manière, dans une société traditionnelle, si vous voulez une société bien structurée, vous devez aussi avoir un élément de spiritualité. C'est un tout, que vous vouliez ou non, c'est comme ça. On ne peut pas choisir, on ne peut pas picorer à différents endroits. La construction d'une société, c'est pas à la carte comme au restaurant, c'est un menu imposé, entrée, plat, dessert. Et vous avez deux menus, celui du progressisme gauchiste et celui de la société traditionnelle. C'est tout. Eh bien, messieurs, mesdames, à vos définitions, je les attends dans les commentaires. Dites-moi ce qu'est un roi pour vous. Et écoutez, à très bientôt pour une nouvelle émission du Cercle Richelieu. Au 31 du mois d'août,
venir sous le vent à nous. Une frégate d'Angleterre qui fendait la mer et les flots